C'était le genre de personne qui n'essayait pas de se comporter d'une certaine manière ou de faire certaines choses pour rentrer dans un moule. Une gentille fille de 16 ans prise dans un tourbillon de romance au lycée. Nous étions vraiment heureux d'y aller. Elle, une pom-pom girl populaire et adorée. Et lui, un receveur vedette prêt à entrer à l'université. Ensemble, ils incarnèrent le rêve américain. Jusqu'à ce que... Comment puis-je récupérer ma fille? Elle était pâle. Ses lèvres étaient bleues. Vous vous êtes fait une idée sur la cause de sa mort. C'est une blessure par balle à la tête. Et quelle est la nature de son décès? C'est un homicide. Le meurtre fracture cette petite ville du Sud, laissant les enquêteurs ramasser les morceaux. Il se tient la tête, perdu. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. J'ai été kidnappé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Où suis-je? Qu'est-ce que tu pensais dans ta tête à propos de cette histoire? Je n'y croyais pas vraiment, c'est sûr. Quelle a été ta première pensée? Que Robbie était mêlé à quelque chose de bouleversant. L'enquête s'oriente rapidement dans une seule direction. Quel nom avez-vous donné à la police sur la personne soupçonnée de vouloir nuire à votre fille? Riley Gall. Ses amis proches se retournent bientôt contre lui et aident la police lors d'une infiltration. Je dois la faire partir. Le gant, je vais le jeter à l'eau. Ils ne la trouveront jamais. Mais est-ce que ce beau gosse adolescent va passer du roi du campus à une cellule de prison? Suis-je un suspect et sa disparition? Devrais-tu l'être? Ceci est Crimes of Passion par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Le 20 novembre 2016 est une veille d'école comme les autres. C'est un dimanche et le lycée central à Knoxville, Tennessee, vient de remporter une grande victoire. Leur équipe de football a remporté une grande victoire en série éliminatoire et n'est plus qu'à un match de la finale du championnat d'État. Sur la touche à encourager, il y avait Emma Walker, âgée de 16 ans. Probablement encore sur un petit nuage après la victoire, elle s'installe avec ses parents pour une nouvelle soirée dominicale. Juste une soirée normale? Plus tard dans la soirée, elle a mangé une glace avec son père. À quelle heure cela s'est-il produit? Entre 7 et 8 heures, je ne suis pas certaine. D'accord. Tu t'es couché à quelle heure? Vers 10h, 10h30. Tout est normal, rien n'est anormal. Mais cette nuit normale sera la dernière d'Emma. Le lendemain matin, alors que sa mère vient la réveiller pour l'école, elle fait une découverte macabre. Je l'ai touchée sur les jambes. J'ai essayé de la réveiller. Et normalement, elle se réveille assez vite, elle bouge ou fait un petit bruit quand je la réveille. Mais là, il n'y a eu aucune réaction. Est-ce que tu pouvais voir ce qui n'allait pas? Je ne pouvais pas dire ce qui n'allait pas. Mais les enquêteurs vont bientôt découvrir ce qui est arrivé à Emma. Le 21 novembre 2016, dans la sécurité et la tranquillité de sa maison, elle a été abattue d'une balle à l'arrière de la tête, juste derrière l'oreille gauche. Emma Jane Walker est née le 20 mars 2000. Dès son plus jeune âge, Emma était pleine de vie. Elle avait une forte personnalité et une soif de vivre. Emma Walker, qui était-elle vraiment? Et une jeune femme très indépendante, très curieuse, empathique, qui adorait les animaux. C'était quelqu'un qui ne cherchait pas à agir ou à faire des choses pour rentrer dans un moule. Elle était elle-même et aussi une adolescente très têtue, très joyeuse et un peu folle, d'accord. Et une bonne meneuse. Ses amis et sa famille disent qu'elle illuminait chaque pièce. Il lui suffisait de faire une grimace pour remonter le moral de n'importe qui. Et le cheerleading était vraiment une passion pour elle. Dans quelles activités votre fille Emma était-elle impliquée? Quand elle était plus jeune, elle faisait de la gymnastique et de la danse en compétition. Au collège puis au lycée, elle a débuté le cheerleading dès sa première année. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez encouragé en tant que parent? Oui, si cela la rendait heureuse de le faire, alors c'était une bonne chose. D'accord. Et quand elle est entrée au lycée, elle a continué aussi? Oui. Quel genre d'élève était-elle? C'est une élève qui a des A et des B, une très bonne élève. Et au lycée, vous avez dit Est-ce qu'il y avait d'autres activités qu'elle faisait à part ça? Et elle avait une passion pour la santé et les sciences. Elle voulait être infirmière dans une organisation qui travaillait pour XAP. Voulait-elle devenir un certain type d'infirmière? Une infirmière en pratique avancée.
Nous sommes maintenant en 2016 et c'est l'année de première d'Emma au lycée central à Knoxville, Tennessee. Elle a de grands projets d'avenir, mais pour l'instant, elle reste une enfant. Et comme n'importe quel autre enfant, un vendredi soir, elle traîne avec ses amis. Et c'est ce qu'elle faisait le 18 novembre 2016 quand quelque chose d'étrange s'est produit. Nous avons vu une personne au bout de la route. Elle s'appelait Dave. C'était Riley. Donc elle... est descendue toute seule. Je ne voulais pas qu'elles y aillent seules. Donc je ne pense pas que la personne disait qu'elles avaient été kidnappées. Sors seule si tu ne veux pas qu'un proche soit blessé. D'accord. Et comment a-t-elle répondu à ça? Elle a eu la trouille. Elle ne savait pas quoi penser d'eux. Emma a reçu une série de textos étranges. Le premier message qu'elle reçoit vient d'un numéro inconnu. Il dit « Va à ta voiture avec tes clés à 11h25, va seule ». Emma répond « Qui est-ce » La personne mystérieuse répond « Quelle partie de seule n'était pas claire ?» Emma écrit « Ouais, non, parce que je ne sais pas qui c'est MDR ». Le numéro répond « Je ne veux pas blesser un être cher. J'ai quelqu'un que tu aimes? Si tu n'obéis pas, je lui ferai du mal. Si tu en parles à quelqu'un, je lui ferai quand même du mal. » Nous regardons dehors et voyons une silhouette au sol. Je l'attrape. Où est-ce? Où est la silhouette au sol? Dehors, près de la porte d'entrée. Qui était-ce dans la rue? Riley Hall. À l'automne 2014, Emma, âgée de 14 ans, rencontre William Gall. Il utilise son deuxième prénom, Riley, et Riley est plus âgé. C'est un lycéen de 16 ans en première qui attire aussitôt le regard d'Emma. À ce moment-là, Riley sort avec quelqu'un d'autre, mais il promet de rompre et d'emmener Emma au bal de promo. Ça n'arrive pas, mais elle ne peut s'empêcher d'avoir le béguin pour lui. Quand Riley finit par rompre avec l'autre fille, ils se mettent ensemble et deviennent inséparables. Nous étions vraiment heureux ensemble. Les amis disent que cette phase de la relation est digne d'une carte postale. Emma est pom-pom girl et Riley, receveur dans l'équipe de football américain. Qu'as-tu pensé de la relation au début? Pendant les premiers mois, c'était amusant, ça semblait normal. À un moment donné, est-ce que ça change? Oui. Mais au fil de la relation, les choses se gâtent pour les amoureux du lycée. À l'automne 2016, Riley part à l'université de Maryville, à environ 30 minutes au sud de Knoxville. C'est assez proche pour qu'il puisse continuer sa relation avec Emma, mais assez loin pour que la relation commence à se tendre. Comment décrirais-tu ton ancienne relation? C'était difficile parce que ses parents ne m'appréciaient pas du tout. La première fois qu'on s'est séparés, je l'avais trompée. Et ses parents ne m'ont jamais pardonné pour ça, même quand elle m'a pardonné, et ils ne nous ont jamais permis d'avoir une vraie relation pendant tout le reste du temps où nous étions ensemble. Ils ne nous laissaient que j'avais seulement le droit d'aller chez elle. On devait rester dans le salon et passer du temps ensemble, et on n'avait pas le droit de sortir en amoureux ou quoi que ce soit comme ça. Et très tôt, les amis d'Emma ont un drôle de pressentiment à propos de Riley. Le groupe d'amis que tu avais n'aimait vraiment pas Riley. Je crois que tu l'as peut-être dit à un inspecteur. Tu as parlé à un inspecteur dans cette affaire, c'est bien ça? Tu as dit à cet inspecteur que vous supportiez tous Riley uniquement parce qu'Emma avait vraiment des sentiments pour lui. Comment décrirais-tu leur relation? Toxique, possessive. Comment ça? Pourquoi? Il était juste très contrôlant. Même les amis de Riley disent la même chose. Comment le décririez-vous dans ses relations avec Emma? Contrôlant, c'était de la possessivité. Je l'entendais souvent dire « Quoi qu'il arrive, elle n'est pas à moi. Je n'arrive pas à y croire. » Bientôt, la famille d'Emma commence à remarquer que quelque chose ne va pas dans leur relation. Aviez-vous vérifié régulièrement les messages et les communications? Oui. Et avez-vous commencé à vous inquiéter à propos de ce genre de choses? Oui. Dites-nous pourquoi. C'est principalement à cause de certains propos et de la façon dont on lui parlait. Nous n'avons pas jugé approprié de s'adresser ainsi à quelqu'un. Et avez-vous abordé ces préoccupations avec Riley? Oui. Quelle était son attitude? Et nous lui parlions, et il expliquait qu'il était en colère et qu'il essayait de se défendre contre cela. Et était-il respectueux envers vous? En face à face, il nous a respectés.
D'accord, mais voyez-vous autre chose au téléphone? Au téléphone, il se fâchait juste si on disait non ou qu'on ne la laissait pas faire. J'avais l'impression que certaines choses ne l'étaient pas. Il ne nous respectait pas comme parents. Non, c'était non. D'accord. Alors, qu'avez-vous fait en conséquence pour essayer d'éduquer votre enfant concernant sa relation avec Riley Gull? Nous avons essayé de la décourager de le voir. Et parfois, il fallait faire des compromis. Donc, nous fixions des limites sur la façon dont il pouvait se voir. En octobre 2016, les limites imposées par les parents d'Emma deviennent encore plus strictes. Nous avions juste l'impression que rien que les choses que nous voyions et la façon dont il lui parlait et il ne respectait pas nos rôles. On avait juste l'impression de devoir être là pour surveiller davantage leur relation. Ils restent ensemble. Ils continuent à se voir en secret. Avez-vous appris à un moment donné qu'il voyait Emma sans que ses parents le sachent? Oui, monsieur. Et sur quoi vous basiez-vous pour dire cela d'après vos conversations avec Riley? Oui, monsieur. Oui, il me parlait toujours de s'introduire chez eux en douce. Je me disais qu'il savait quand il serait à la maison et quand il n'y serait pas. Et quand il s'introduisait chez eux en douce, comment il arrivait jusqu'à Sturkey? Comme je l'ai dit, ça dépendait d'où il se garait avant de partir, que ce soit à la piscine ou si l'un de nous le déposait ou peu importe. Cela dure un certain temps jusqu'à ce qu'Emma se fasse attraper. Le 30 octobre, quand la police les appelle et dit « Hey, votre fille de 16 ans est dans une voiture avec un garçon de 18 ans ici. Pouvez-vous venir la chercher? Il est passé minuit. » Et puis, ça devient encore plus sérieux. Parfois, on disait simplement de ne pas le voir pendant un petit moment. Parfois, on prenait son téléphone pendant un moment, juste pour faire passer le message. Jamais pour de très longues périodes. Mais on essayait juste de lui faire prendre du recul et peut-être de lui faire réaliser que ce n'était pas une situation saine ou sûre pour elle. D'accord. Et est-ce que tu l'as déjà privée de sortie, en gros, pour la garder à la maison? Une fois, c'était avant sa mort, le 21 novembre. Tu te souviens si elle était privée de sortie à ce moment? Non, pas à sa mort, mais quelques semaines avant. Oui, elle l'était, d'accord. Nous avions dépassé toutes nos limites en essayant de trouver quelque chose qui lui convenait, pour qu'elle réalise que ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour elle, ni ce qu'il y avait de plus sain pour elle en tant que personne, ni d'être en couple avec lui. Alors j'ai pensé que peut-être ça lui ouvrirait les yeux pour qu'elle essaie d'obtenir quelque chose qu'elle aime, parce qu'on ne trouvait rien d'autre à faire. Ceci marque un tournant pour Emma. Début novembre, elle décide d'écouter l'avertissement de ses parents et de rompre avec Riley. Le 14 novembre 2016, elle envoie un message au copain de Riley, Macmillan Siegel, qui porte le surnom Maxi. Elle dit à Maxi qu'elle a bloqué Riley et, quelques jours plus tard, elle demande encore de l'aide à Maxi. « Ramène ton ami fou à Maryville et fais en sorte qu'il reste loin de moi, dit-elle. Désolée, il consomme de la drogue et a besoin d'aide psychologique. L'un des derniers messages qu'Emma ait jamais envoyé à Maxi dit « Et je ne sais pas quoi faire d'autre ?» De loin, tout semble normal avec Riley. Il termine sa première saison dans l'équipe de football de Maryville College, jouant son dernier match de la saison le 12 novembre. Mais ceux qui sont les plus proches de lui savent que quelque chose ne va pas. Il appelait constamment notre ami Grove, tu sais, en pleurant à propos de ça. Littéralement? Littéralement. Pleurer comme si on sanglotait. C'est l'impression que ça donnait. D'accord. Constamment. Il parlait sans cesse d'à quel point c'était triste et qu'il ne pouvait pas le faire. Des choses de ce genre. Il ne pouvait pas faire quoi? Je suppose qu'il s'agit d'une rupture. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas exactement ce qui se passait, la communication entre eux deux, mais on dirait qu'il n'arrivait tout simplement pas à rompre. Il ne pouvait pas. Il ne supportait pas la rupture ou ne pouvait pas vraiment y mettre fin? Il ne pouvait pas survivre à ça parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer sans elle, qu'il avait besoin d'elle, des choses comme ça. Maxi et d'autres amis trouvent même Riley évanouie dans sa voiture. Il y avait des bouteilles de bière vides et des flacons de pilules éparpillés dans sa voiture, ainsi qu'une lettre de suicide. Nous n'avons pas lu la lettre de suicide, mais elle était là.
Comment avez-vous réagi? Qu'avez-vous fait? Nous l'avons immédiatement sorti du siège conducteur, nous l'avons mis sur la banquette arrière et nous l'avons conduit à l'hôpital de l'autre côté de la rue. D'accord. Savez-vous combien de temps il y est resté? À ma connaissance, nous l'avons enregistré et nous sommes restés avec lui à l'hôpital jusqu'à ce qu'un tuteur arrive, que j'appelle son grand-père. Son grand-père est venu, des entraîneurs aussi, pour vérifier qu'il allait bien, puis nous sommes partis. D'après ce dont je me souviens, il n'est resté à l'hôpital que 2 ou 3 jours. D'accord, puis il est revenu sur le campus. Il était de retour dans mon camp. Est-ce que ça t'a surpris? Oui, ça m'a surpris. Mais d'autres amis, comme Isaac et Worth, racontent une histoire différente. Il m'a confié avoir tenté de se suicider. Un jour, je l'ai récupéré. Il m'a dit qu'il avait pris de l'hydrocodone, mais il était totalement sobre et lucide quand je suis resté avec lui. Il n'y avait aucune trace d'hydrocodone ou quoi que ce soit d'autre. Pendant ce temps, Emma passe des semaines punies du 30 octobre jusqu'à ce vendredi soir de novembre où elle retrouve ses amis. Ce même soir, Riley se présente, affirmant avoir été kidnappé. Qui étaient ceux dans la rue? Riley Harold, que faisait-il? Il faisait les 100 pas sur la route. D'accord, et quoi d'autre? Que faisait-il? Il faisait les 100 pas avec la main sur la tête. Il regardait juste en l'air. Et qu'est-ce que tu as pensé qu'il lui arrivait d'après ce qu'il faisait en marchant et en se tenant la tête? C'est pour ça que j'ai pensé qu'il avait été frappé ou quelque chose comme ça. D'accord. Et est-ce que tu t'es approché suffisamment pour entendre ce qui se disait? Oui, monsieur. Et qu'est-ce que Riley Gall disait? Il a dit « Je ne sais pas où je suis et j'ai mal à la tête ». D'accord. Et est-ce que leur voix était normale ou élevée? Élevée. D'accord. Et qu'est-ce qu'Emma lui a dit? Après ça? Je suis fatigué de ce genre de choses. Je ne peux plus continuer comme ça. Et comment a-t-il réagi à ça? Il a juste rendu les gens autour de lui encore plus confus. Et quel genre de choses disait-il à la porte arrière? Il dit « Je ne sais pas comment te le dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Tu te souviens de ce que portait l'accusé? Un sweatshirt gris et... Mais pour les proches de Riley, ce kidnapping ne semble pas tout à fait logique. Avez-vous reçu un appel de Riley? Oui, monsieur. Et quelle était la nature de l'appel? Qu'est-ce qu'il disait? C'était très confus, très agité. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Il l'a juste appelé en secret. Il l'a kidnappé. Il ne savait pas où il était. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il a laissé tomber le Hasco Punch et ils l'ont appelé. D'accord. Et est-ce que vous lui avez demandé de le géolocaliser? Oui. On lui a dit « Où es-tu? On va venir te chercher. Peu importe. » On voulait te laisser ici à la réunion des terminales. On savait que ce n'était pas vraiment un enlèvement. Eh bien... Tu as accepté? Non, monsieur. Nous avons dit à Riley que nous allions faire des allers-retours en voiture jusqu'à ce qu'on se gare. Vous vous êtes trompé. Mais il soutenait que c'était vrai? Jusqu'au moment où, lors de la consultation, nous allions lancer ce podcast. C'est à ce moment-là qu'il est parti. D'accord. Et donc, qu'as-tu fait? Nous avons mis nos chaussures et en moins de 10 minutes, tu conduisais déjà vers une autre bataille. Riley a sorti sa voiture. Moins de 10 minutes. Je veux dire, on a raccroché, mis nos chaussures, on est descendu, on a pris la voiture et Riley l'a avancé. D'accord. Au début, nous étions choqués parce que nous venions d'entendre que tu avais été kidnappé il y a moins de 10 minutes et il ne savait pas où il était. Et soudain, il arrive en voiture en disant « J'ai mal à la tête. Je vais tout expliquer quand on sera à l'intérieur. Allons juste à l'intérieur. Allons à l'intérieur. » Et nous insistons « Non, on peut parler ici. » Si tu es en danger, il faut qu'on aille chercher de l'aide, parler à la police, à qui que ce soit, pour s'assurer que ces gens ne te poursuivent pas. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand tu entres à l'intérieur? Riley continue en nous disant qu'il ne se souvient de rien et qu'il a reçu un coup sur la tête, puis il nous demande de toucher cette bosse sur sa tête. D'accord, dit-il où il a été enlevé? Non, monsieur. Est-ce qu'il te dit par qui il a été kidnappé? Non, monsieur. Te donne-t-il des détails sur l'enlèvement? Non. Est-ce qu'il te dit qu'il est allé voir Emma? Non, monsieur. Est-ce qu'il te donne des informations sur cet enlèvement? Non, à part le fait qu'il a été kidnappé, non. Et donc, comment avez-vous réagi à ça?
Nous savions déjà que c'était une blague. Nous n'avons pas arrêté de le questionner. Qui est-ce? Qui était-il? Que s'est-il passé? Parce qu'évidemment, nous étions terrifiés pour lui si cet homme avait été enlevé. C'est mon meilleur ami. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Alors on insiste jusqu'à ce qu'il répète simplement « Je ne me souviens pas ». À ce moment-là, il répétait « Je ne me souviens pas » en boucle jusqu'à abandonner le sujet. D'accord. Donc finalement, c'est juste tombé dans l'oubli. Qu'il a été enlevé, monsieur? D'accord. Et vous n'avez jamais appelé la police ou quoi que ce soit de ce genre, n'est-ce pas? Non, monsieur. Nous savions que ce n'était pas un vrai danger. L'horloge continue de tourner. Nous avançons jusqu'au dimanche 20 novembre. C'est le soir où Emma mange une glace avec son père avant d'aller se coucher. Au cours de la nuit, les voisins d'Emma signalent un bruit étrange. Isaïon s'est allongé. 2 coups de feu. Et pouvez-vous dire à quel moment vous avez entendu les 2 coups de feu? Oui, à quel rythme les coups de feu ont-ils été tirés? Eh bien, je ne comptais pas. Je pensais qu'il avait tiré le premier. J'ai entendu le deuxième, mais il y a eu un problème entre les 2 coups. Mais il y a eu 2 coups de feu, vous savez. C'est le lendemain matin que la famille d'Emma fait la macabre découverte. Vers 6h15, je me suis réveillé en entendant un grand cri. Qu'est-ce qu'elle criait? Je ne me souviens pas exactement de ce qu'elle criait, mais je me souviens juste de l'avoir entendu crier « Non, non », et j'ai juste sauté du lit, j'ai couru là-bas, et je suis allé dans la chambre de ma sœur où elle était. Dites-nous ce que vous avez vu. Ma sœur était allongée sur son lit, sur le dos. Et... avait-elle une couverture? Je ne me souviens pas, je ne crois pas. Qu'avez-vous observé à son sujet? Elle était pâle. Ses lèvres étaient bleues et... il y a quelque chose sur l'oreiller près d'elle. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'oreiller? Je ne sais pas. À quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à du vomi, mais je ne sais pas. Ce n'était pas ça. Tu le sais maintenant? Ouais. Tu pensais que c'était du vomi à ce moment-là? Ouais. Ce vomi que le frère d'Emma décrit n'était pas du tout du vomi. Emma, bien sûr, décédée dans le lit. J'ai remarqué qu'il y avait une bonne quantité de ce que vous avez décrit comme de la matière cérébrale ou de la substance grise sur l'oreiller à côté de sa tête. Il était évident qu'elle avait une blessure du côté gauche de la tête. Et qu'est-ce qui vous traversait l'esprit? Quelles étaient vos pensées sur ce qui s'était passé? Je ne savais pas ce qui se passait et... je ne voulais pas croire qu'une chose aussi terrible avait pu arriver. Que faisait ta mère? Elle a cherché dans la pièce pour appeler le 91 à ce moment-là. Es-tu resté dans la chambre avec Emma? Oui, j'ai essayé de prendre son pouls et je n'ai rien senti donc. Comment as-tu essayé de prendre son pouls? Sur son cou. Et tu n'en as pas senti? Et sa température? As-tu remarqué quelque chose concernant la température de son corps? Elle est froide. Décris comment tu as vu ta fille ce matin-là. Et elle était allongée sur le dos, et sa langue était au bord de sa bouche. La mort d'Emma est rapidement considérée comme un homicide. Dans ce cas, il y avait une plaie d'entrée par balle sur le côté gauche de la tête, juste au-dessus de l'oreille gauche. Il n'y avait pas de sortie évidente, seulement une entrée. Lorsque la balle est entrée dans la tête, elle a fracturé le crâne et traversé le cerveau, provoquant une lésion cérébrale. Et c'est ce qui explique la cause de sa mort. Elle a eu le cerveau endommagé par la balle. Très vite, les enquêteurs concluent que le tireur connaissait la disposition de la chambre d'Emma. J'ai remarqué, en étant dans la maison puis en sortant, que le rebord de la fenêtre semble être presque à la même hauteur que le dessus de son matelas. Donc, si je me tiens à l'extérieur de la maison, que je regarde cette fenêtre et que j'ai une connaissance intime de la maison, en d'autres termes, j'y suis déjà entré, ce qui est mon cas. Ainsi, je peux rester dehors et voir que le bas du rebord de fenêtre est au niveau du haut de son matelas.
Si, en plus, j'avais effectivement une connaissance intime du fait qu'Emma Walker dort sur des oreillers vus de l'intérieur, alors sa tête sera dans une position surélevée. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc, si en fait je me tiens à l'arrière de la résidence et que je décide de tirer dans cette résidence dans le but d'infliger des blessures corporelles graves, je viserai là où se trouve le corps, c'est-à-dire exactement là où se trouve le trou de balle. C'est ce qui m'a frappé concernant l'entrée réelle de la balle dans la résidence. Elle se trouvait exactement à l'endroit et dans l'orientation où la tête d'Emma Walker se trouvait à l'intérieur de la résidence. Bientôt, le principal suspect devient une personne aperçue dans le quartier, habillée tout en noir. Après examen, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel sur la vidéo de Colson Drive? Oui. Et qu'est-ce que c'était? Une personne marchant dans la rue. Qu'est-ce qu'il portait? Des vêtements sombres. Cette tenue ressemble à celle que Riley Gall portait la nuit de l'enlèvement. Bientôt, l'enquête désigne une seule personne, la seule qui aurait un mobile pour tuer. Quel nom avez-vous communiqué à la police sur la personne soupçonnée de vouloir nuire à votre fille? Riley Gall. Les enquêteurs amènent Riley pour l'interroger. Parlez-moi de cet appel téléphonique que vous avez eu. Vous avez dit qu'elle était... Comment avez-vous dit ça? Elle a dit que l'appel ne s'était pas bien passé. Elle a dit des choses cruelles ou quelque chose comme ça. Oui. Pouvez-vous m'en parler? Je pleurais et j'essayais de la convaincre de se remettre avec moi et elle n'arrêtait pas de dire non. Elle disait ne plus se soucier de la relation, tenait à moi, m'aimait, mais ne voulait plus être avec moi. Et je n'arrêtais pas de la supplier, encore et encore, de simplement m'écouter. Et je n'arrêtais pas de la rappeler parce que j'étais en panique et que j'avais mal. Et elle a répondu une fois après avoir raccroché. Et elle m'a dit que si je la rappelais encore, elle allait me déranger. J'ai continué à l'appeler. Elle a répondu de nouveau et elle a dit « Tu dois arrêter, tu es fou, tu dois te reprendre en main. » Riley dit qu'au moment du meurtre d'Emma, il était dans sa voiture en train de pleurer à cause de leur rupture. Je suis revenu sur le campus vers 1h du matin et je suis juste resté assis dans ma voiture pendant environ 2 heures, 2 heures et demie à pleurer. À quelle heure es-tu revenu sur le campus? 1h, 1h15. Tu es resté 2 heures à la maison? 2 ou 3. Je me souviens d'être rentré dans ma chambre à 4h30 et mon colocataire était réveillé parce qu'il m'a demandé pourquoi je rentrais si tard. Donc tu es retourné dans ta chambre universitaire? Vers 4h30, je me suis assis sur le parking devant le centre sportif, là où ma voiture avait été fouillée plus tôt, exactement au même endroit, et je suis resté là pendant 2 à 3 heures à pleurer, en regardant des photos de nous et des choses comme ça. Je lui ai envoyé un message à 00:55. Juste le dernier message, mais j'ai choisi de lui dire car il était clair qu'elle ne me reprendrait pas. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? Mot pour mot, non, mais je lui ai juste dit à quel point je l'aimais et... que j'étais désolé qu'elle ne veuille plus de ce que nous avions et que j'espérais qu'elle allait accomplir de grandes choses à l'avenir. Et je lui ai dit que j'allais la laisser tranquille après ça. C'est là, vers 4h30, que je me suis endormi. Je me suis endormi à ce moment-là. C'est là que je me suis réveillé en entendant des gens m'appeler à propos de l'incident. Mais presque dans la même phrase, il semble oublier le nom d'Emma. La fille. Elle m'a envoyé un message. Quelle fille? Celle qui est décédée. À quoi penses-tu, Emma? Et Riley semble savoir que les enquêteurs sont sur sa piste. Suis-je suspecté dans son décès? Tu ne devrais pas l'être? Je demande si c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je me fiche que tu penses que j'ai une arme ou quoi que ce soit, mais j'espère vraiment ne pas être suspecté dans sa mort. Ai-je dit ce que tu veux?
J'espère que tu ne le penses pas parce que je ne ferai jamais de mal à cette fille. Je me ferais du mal à moi-même si je lui faisais du mal, et c'est ce que j'ai fait. Les détectives poursuivent leur enquête et apprennent des révélations surprenantes des amis de Riley. Pour commencer, sa réaction à la mort d'Emma est étrange. Extérieurement, il fait des déclarations d'amour pour Emma. Le 21 novembre 2016, il tweet « C'est ma belle Emma. Repose en paix maintenant, ma chérie. » 1 Corinthiens 13, 8. N'oublie pas de rappeler à Dieu notre verset. Je t'aimerai pour toujours et à jamais. Il met même à jour sa bio Twitter pour dire « Je vis chaque jour à travers Emma Walker. Je t'aime, ma belle. Je sais que tu es dans un endroit meilleur. » Mais ceux qui sont les plus proches de lui savent que quelque chose ne va pas. Quand avez-vous appris l'existence d'Emma Walker ou sa mort? Maureen Nella m'a appelé. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'Emma Walker était décédée et qu'il y avait beaucoup de confusion concernant ces circonstances. Et quelle a été votre première pensée? Que Riley était impliqué d'une manière ou d'une autre. C'était ma première pensée. Avant le meurtre d'Emma, Riley demande à des amis comment enlever des empreintes digitales d'une arme à feu. Il m'a posé une question à propos de son exposé sur la conquête de l'Ouest. Et il m'a aussi demandé, pour son colocataire, si je savais comment enlever des empreintes digitales d'une arme à feu. Et j'ai répondu probablement de façon assez virulente. Je lui ai dit... Pardonnez mon langage. Pourquoi il posait une question pareille? Évidemment, je n'en ai aucune idée et je lui ai dit de ne plus jamais me demander quelque chose comme ça. Lui as-tu demandé d'où venait ça? Ou a-t-il proposé le colocataire comme source de cette question? Il a dit que le colocataire lui avait posé cette question et que, je cite, ça le faisait flipper aussi. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit que j'allais te demander pour en avoir le cœur net. As-tu déjà demandé à Riley Gall comment enlever des traces, des empreintes ou de la saleté sur une arme à feu? Je ne l'ai pas fait. Y a-t-il une raison pour laquelle il dirait ça? Il ne me l'a jamais demandé, mais je veux dire, je peux imaginer quelques raisons pour lesquelles il dirait ça. D'accord. En ce qui concerne le contact avec Riley Gall, avez-vous reçu un Snapchat de Riley Gall après avoir été contacté par la police? Oui, j'en ai reçu un. Et qu'est-ce que Riley Gall vous a demandé de faire dans ce Snapchat? De ne pas parler à la police. Il s'avère qu'une arme à feu manque à quelqu'un de très proche de Riley. Quand tu remontes dans ta voiture, quelle est la première chose que tu fais en entrant dans ta voiture? J'ai démarré. Oui. J'ai tendu la main hors du siège. Pourquoi as-tu tendu la main vers le siège? Je ne l'ai pas fait. Et qu'as-tu senti? Oh, monsieur. L'arme est-elle dans l'étui? Non, monsieur. Et qu'en avez-vous pensé? Problème. Et vous avez un permis de port d'armes dissimulé, n'est-ce pas? Vous l'avez dit? Quand vous dites que c'était un problème, à quel point était-ce grave? Il y avait un problème avec l'ascenseur. D'accord. Et donc, quelle était votre préoccupation? Qu'est-ce qui vous passait par la tête? D'accord. Que soupçonniez-vous? Je ne soupçonnais rien pour tout dire. Je l'ai immédiatement contacté. D'accord. Et qu'as-tu dit à Riley? Tu sais ce que je pense de mon arme. Et comment t'a-t-il répondu? Il a fait, maman. Et qu'as-tu fait après ça? J'ai contacté sa mère. As-tu eu une discussion avec sa mère? Oui, en effet. Les as-tu cru quand ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'arme? Jusqu'alors, monsieur, je n'avais jamais eu de raison de savoir ce que nous faisions. En examinant de plus près où se trouvait Riley au moment de la mort d'Emma, les enquêteurs apprennent qu'il est arrivé à son dortoir à un moment particulièrement étrange. Y a-t-il des entrées pour le dimanche 20? Non. Et à quelle heure avons-nous des entrées pour le petit matin du lundi 21?
Oui, 11h21 lundi, peut-être le 21 à 4h30 du matin. Comme le font les adolescents, Riley commence à parler à ses amis, révélant presque tout. Il est tellement préoccupé par sa sécurité qu'il a volé le pistolet de sa grand-mère et me l'a montré. Va à Dallas pour la zone côté conducteur. D'accord. Il l'avait caché quelque part dans la voiture? Oui. D'accord. Et il l'a sorti d'où? C'est tambour. Je ne sais pas qui a précisément décidé de tourner la scène, mais de son côté, c'était plutôt bien. D'accord. Et il le sort? Et qu'est-ce qu'il fait avec les armes? Il me les montre. C'est ça. À quel point c'était effrayant, peu importe, à propos de ces gens. A-t-il déjà dit quelque chose à ce sujet? À propos de la bannière de la mort? Oui. Que vous dit-il sur les causes de sa mort? Qu'on l'interrogeait à ce sujet. C'était mardi, le jour où nous avions rendez-vous avec lui, et il avait reçu de l'argent pour témoigner. Il m'a dit que la police lui avait donné l'information qu'elle avait été abattue dans la maison. À quoi avez-vous confronté Riley? Qu'il a déterminé qu'il était vraiment innocent, et s'il était innocent, le système le montrerait. Et il ne l'a pas fait. Et quoi? Parce que qu'est-ce que Riley essayait de te faire faire? De se débarrasser de tout. D'accord. Comment as-tu réagi quand il voulait se débarrasser de l'arme? Que s'est-il vraiment passé avec Riley? J'étais furieux. Je n'arrivais pas à y croire. Il croyait qu'il pouvait se débarrasser de l'arme pour prouver son innocence, au lieu de simplement se présenter devant la justice ou d'aller voir les autorités. Il était vraiment innocent. La justice le prouverait. J'ai aussi entendu parler de Rob Nintendo et ça me plairait. C'est à ce moment-là qu'il m'a demandé. En fait, il en a parlé chez Jeudi. Il a dit quelque chose à propos du système d'armes, de ne pas le jeter dans une rivière. D'accord. Et comment lui conseilleriez-vous cela? En bas contre la vraie chanson. Quand décidez-vous d'avoir des ennuis avec la police? J'ai discuté chez lui, ce qui a eu des conséquences. Pourquoi as-tu décidé d'aller voir la police? Parce que c'était évident. Riley envoie aussi des messages à ses amis à propos de tout ça. À minuit 8, le 22 novembre 2016, Riley envoie un message à son ami Alex. Supprime ces messages après mon prochain envoi, s'il te plaît. Alex répond « D'accord, je t'ai compris. » Riley demande « Pourquoi tu lui as parlé de l'arme? Il pense que je lui ai tiré dessus à cause de ça. S'il te plaît, réponds-moi. » Alex répond quelques minutes plus tard en écrivant « Si tu n'as rien fait, tu n'as rien à cacher, mec. Et j'ai pensé que tu pourrais t'en servir pour te suicider après tout ça. Je m'inquiète pour toi. Mec, pourquoi tu m'as dit que tu essayais de te débarrasser du pistolet? Et tu as menti en disant que tu l'avais déjà rendu à ton grand-père, puis ta mère est sortie et a dit qu'elle ne le trouvait nulle part. Riley répond par texto en disant « Il ne savait pas que je l'avais rendu. Je n'ai pas menti. S'il te plaît, mon Dieu, promets-moi que si un policier te pose d'autres questions, tu lui diras simplement que tu ne veux pas répondre parce que tu ne peux pas avoir de problème. » Mais les amis de Riley parlent bien avec la police et acceptent de participer à une opération d'infiltration. D'accord. À ce moment, Alan Merritt, du bureau du shérif, vous avait-il remis des appareils d'enregistrement? Oui, il faut qu'il fasse assez clair avant de s'occuper de cette maison, donc oui. Et avez-vous allumé ces appareils d'enregistrement? Oui, monsieur. Donc vous et Noah êtes à la maison. Vous parlez à Riley dehors. Est-ce que Riley finit par entrer à l'intérieur? Oui. C'était un peu confus sur la façon dont ça s'est passé, mais au final, ça s'est bien passé. Je lui ai parlé jusqu'à ce que tu rentres à l'intérieur à nouveau. D'accord. Et tout cela est enregistré? Oui. Je ne peux même pas être en colère contre elle parce que je vais probablement me faire arrêter dans les prochains jours. Mais je comprends qu'il t'a parlé de l'arme. Je ne sais pas qui lui a tiré dessus. Je le jure, je ne te mentirai pas. Je ne sais pas qui l'a fait. Je ne lui ferai jamais de mal de toute ma vie. J'avais cette arme par peur de ce qui lui était arrivé. Je sais que tu ne me crois pas. Toi non plus, sans doute. Peu importe, je dis la vérité. Ce que je veux dire, c'est que si je dois aller au tribunal, devant un grand jury ou quoi que ce soit, et que tu dois témoigner, ou si les flics viennent encore te parler, à chaque fois que tu leur parles, dis simplement que tu avais trop peur de leur dire que tu étais sous acide parce que tu pensais que tu allais avoir des ennuis.
Non, c'est vrai, je n'en parlerai jamais. Ouais, et si jamais il parle de ce flingue, dis juste que t'as du mal comprendre ou quelque chose comme ça parce que t'étais complètement défoncé. Tu ne savais vraiment pas ce qui se passait. Il disait juste que Riley se plaignait de certains trucs. J'ai cru entendre qu'il s'agissait d'une arme et que son grand-père pensait qu'il l'avait prise. Eh bien, et que j'étais effrayé quand un détective m'a parlé. Ouais. Tant que tu leur dis que tu l'étais, si tu leur dis que tu étais sous LSD, que tu étais ivre et défoncé, ton esprit était altéré. Quelle que soit la déclaration que tu leur donnes, ce n'était pas une réponse claire parce que ton esprit ne l'était pas. Même si c'était vrai, ils ne peuvent pas te condamner là-dessus, non? Non, s'ils le pouvaient, ils m'auraient déjà arrêté. Je vous fais vraiment confiance, car ma vie est en jeu. Je risque 70 ans de prison pour un crime que je n'ai pas commis. Et... Vous êtes occupé en ce moment? Vous alliez faire quelque chose? Pas vraiment. En fait, j'y réfléchirai plus tard. Mais combien de temps plus tard? Je ne sais pas. Juste ici au centre, on peut avoir le gros plan? Parce que je dois me débarrasser du pistolet. Mais regarde. Je dois le jeter à l'eau, ils ne le trouveront jamais dans la rivière. La vidéo devient sombre, mais on peut encore entendre cet échange glaçant. Ils n'ont mes empreintes digitales dans aucune base de données. Ouais. Mais ils ne m'ont pas menacé. Oh mon Dieu. C'est une vraie arme. Et soudain... Sortez du véhicule! Levez les mains en l'air, Bobby! Pose le téléphone! Pose le téléphone! Les mains en l'air, tout de suite! Turn! Reculez! Walk back to my boys, do it now! Reculez! 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 Oh! Je ne sais pas ce qu'on va faire. Riley Gaul est arrêté le 22 novembre 2016, pris littéralement la main dans le sac alors qu'il essaie de se débarrasser de l'arme du crime. Riley fait face à de multiples chefs d'accusation, notamment meurtre avec préméditation au premier degré, meurtre criminel au premier degré, harcèlement aggravé, falsification de preuves et mise en danger de la vie d'autrui. Au procès, Riley plaide coupable pour la mise en danger de la vie d'autrui, une stratégie que sa défense présente au jury pour prouver son innocence. Mais cela ne fonctionne pas. En un peu moins de 4 heures, le jury rend son verdict. Chef 1, la première infraction définie, accusant l'accusé de meurtre au premier degré. Le jury a-t-il rendu un verdict? Oui, c'est le cas. Quel est votre verdict? Coupable. Et pour le 7e chef d'accusation, accusant le prévenu de meurtre qualifié, le jury a-t-il rendu un verdict? Oui. Quel est votre verdict? Coupable. Riley Gaul est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Il sera éligible à la libération conditionnelle en 2067. Une histoire d'amour adolescente brisée, non seulement par le chagrin, mais aussi par la trahison ultime. Éteignant la lumière éclatante d'une jeune vie bien avant son heure. C'était Crimes of Passion par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie.